Au sommaire de cette édition, le président zimbabwéen a accordé une amnistie à quelques 3000 personnes détenues dans les prisons surpeuplées du pays. Au Nigeria, pour raison de sécurité, tous les pensionnats dans l'état de Borno, dans le nord-est du pays, vont être fermés. Et puis, soupçon de financement libyen, l'ancien président français Nicolas Sarkozy dénonce une calomnie et compte faire appel du contrôle judiciaire qui lui est imposé. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. Au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa a accordé une amnistie à quelques 3000 personnes, pour l'essentiel des femmes et des jeunes, détenus dans les prisons surpeuplées du pays. J'ai été arrêté en 2011 pour le meurtre d'un inspecteur, Petros Mutedza, dont je ne sais même pas comment c'est arrivé, ce qui s'est passé. Je n'ai été arrêté qu'à cause de mon parti politique, le MDCT, et j'ai été condamné à 20 ans de prison. Cela facilitera la décongestion de nos prisons. Notre capacité de détention dans les prisons et les services correctionnels du Zimbabwe est de 17 000 personnes. Mais actuellement, nous avons 19 945 détenus, ce qui est bien au-dessus de notre capacité de détention d'environ 13 et quelques %. En Côte d'Ivoire, les forces de l'ordre ont empêché ce jeudi à Abidjan une manifestation de l'opposition et arrêté un de ses porte-paroles. À l'appel d'une plateforme, les manifestants entendaient protester, entre autres, contre la commission électorale indépendante. La plateforme d'opposition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS avait appelé à une marche pour protester contre la commission électorale indépendante CEI, accusée par l'opposition d'être déséquilibrée en faveur du pouvoir, et pour protester également contre la tenue d'élections sénatoriales samedi. EDS est une coalition qui regroupe des partis politiques, des associations de la société civile et le Front populaire ivoirien FPI, le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo. Vers 7 heures locales et GMT, la police a chargé quelques dizaines de manifestants qui se dirigeaient vers le point de départ de la manifestation, le monument des martyrs à Adjamé, un quartier populaire d'Abidjan, les dispersant à l'aide de gaz lacrymogène. Pendant 3 heures, policiers et manifestants ont joué au chat et à la souris dans le quartier, avant que la direction de DS ne donne un mot d'ordre de retrait. Au moins une dizaine de personnes ont été arrêtées, dont un porte-parole de DS, Jean-Gervais Tchédé, interpellé alors qu'il donnait une interview à des journalistes. Le président de DS, Georges Armand Weyen, s'est déclaré scandalisé par cette atteinte grave à la liberté d'expression. Dans un pays démocratique, on a le droit de manifester, d'exprimer son mécontentement par une marche pacifique et démocratique, a-t-il déclaré par téléphone. La manifestation avait été interdite mercredi soir à 18 h par les autorités, selon lui, faute d'accord sur son parcours. Ni la police ni le gouvernement ivoirien n'étaient joignables dans l'immédiat pour commenter. EDS avait rassemblé entre 1000 et 2000 personnes dimanche lors d'un meeting déjà perturbé par la police. L'opposition ivoirienne demande au pouvoir de négocier pour changer la composition de la commission électorale qui compte 8 membres du pouvoir contre 4 de l'opposition avant les prochains scrutins. Les élections sénatoriales doivent se tenir le 24 mars, puis des élections municipales et régionales dans le courant de l'année à une date indéterminée. Mais le scrutin qui focalise l'attention est surtout l'élection présidentielle de 2020. Pendant ce temps, au Mali, le Premier ministre a entamé ce jeudi une visite dans le nord et le centre du pays. Il doit se rendre notamment à Kidal, sous contrôle de l'ex-rébellion, une première depuis 2014. Les détails. Soumelou Boubei Maïga est arrivé en milieu de matinée avec sa délégation comprenant 8 ministres à Tessalit, dans le nord-est, près de la frontière algérienne. Il était ensuite attendu à Kidal, où une attaque jeudi matin contre le camp de la mission de l'ONU et de la force française Barkhane a fait 5 blessés légers parmi les militaires français, selon l'état-major des armées à Paris,
ainsi que des dégâts matériels. Le Premier ministre doit également se rendre à Gao et Tombouctou, également dans le nord du Mali, ainsi que dans plusieurs localités du centre du pays. Je me rendrai à Kidal, où depuis quasiment 6 ans, il n'y a pas d'administration d'État, a expliqué mardi Maïga, en référence à la rébellion de 2012 dans le nord du Mali. La meilleure démarche est donc de se rendre sur place, sans arrogance, avec le sens de l'écoute, connaître les attentes urgentes des populations, a-t-il ajouté, sans préciser si la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA, ex-rébellion à dominante Touareg, avait fixé des conditions à sa venue. En octobre 2016, la rentrée des classes à Kidal s'était tenue en présence du gouverneur désigné par le gouvernement Koina Ag Amadou lors d'une cérémonie avec la présence du drapeau malien. L'État malien n'avait pas repris pied à Kidal depuis des combats en mai 2014 pendant une visite du Premier ministre de l'époque, Moussa Mara, qui s'était soldée par une lourde défaite de l'armée face aux rebelles. Dans un rapport présenté à Dakar, Amnesty International s'inquiète de la situation des défenseurs des droits de l'homme en Mauritanie. Pour l'organisme, des dangers pèseraient contre ceux qui combattent la persistance de l'esclavage et des discriminations dans ce pays. L'esclavage a officiellement été aboli en 1981 en Mauritanie, mais jusqu'à 43 000 personnes y étaient encore réduites en esclavage en 2016, soit environ 1% de la population totale, selon le rapport de 68 pages citant des estimations d'organisations anti-esclavage internationales. Malgré des progrès juridiques, notamment l'adoption en août 2015 d'une nouvelle loi faisant de l'esclavage un crime contre l'humanité, réprimé par des peines allant jusqu'à 20 ans de prison contre 5 à 10 ans auparavant, la situation n'a pas avancé dans les faits selon Amnesty. Les lois n'ont pas été mises en œuvre ni appliquées de manière adéquate, a déploré Alioune Tine, directeur de l'ONG pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, lors d'une conférence de presse de présentation du rapport, estimant qu'elle n'avait eu aucune incidence sur la vie des gens. Selon un chercheur à Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest, les autorités sont dans le déni et s'en prennent à ceux qui vont contre le discours officiel. Une autre ONG de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, avait également constaté dans un rapport publié en février que les défenseurs des droits de l'homme faisaient face à des mesures répressives lorsqu'ils soulèvent les questions sociales les plus sensibles du pays, dont la discrimination ethnique et de caste et l'esclavage. Selon Amnesty, depuis la réélection du président Mohamed Ould Abdelaziz en juin 2014 et à 1 an de la prochaine présidentielle, les militants qui dénoncent la discrimination et l'esclavage s'exposent à tout un arsenal de mesures répressives. D'après les informations de l'ONG, plus de 168 défenseurs des droits humains ont été arrêtés arbitrairement et 17 d'entre eux au moins ont été torturés ou soumis à d'autres mauvais traitements ces 5 dernières années. Amnesty International reproche également au pouvoir d'avoir interdit ou dispersé de nombreuses manifestations pacifiques, souvent avec un usage excessif de la force. Je l'annonçais en titre, tous les pensionnats dans l'état de Borno, dont le nord-est du Nigeria, un des plus touchés par le conflit avec le groupe djihadiste Boko Haram, vont être fermés pour raison de sécurité. C'est en tout cas ce qu'ont annoncé ce jeudi les autorités locales. Plus de précisions à travers cet élément. Tous les établissements d'enseignement secondaire en pensionnat de l'État du Borno, à l'exception de ceux de Maïdougouri et de Biou, fermeront avec effet immédiat jusqu'à nouvel ordre, a annoncé le gouvernement de l'État de Borno. Dans un communiqué, à la frontière avec le Cameroun et le lac Tchad, l'État du Borno est considéré comme l'épicentre des violences commises par des islamistes de Boko Haram, dont le nom signifie en langue Haoussa « l'éducation occidentale est un péché ». Cette mesure intervient alors que les djihadistes viennent de ramener une centaine de jeunes filles kidnappées en février dernier à Dapchi, une ville de l'État voisin de Yobe. Les écoles qui enseignent un programme laïque ont été ciblées à plusieurs reprises pendant l'insurrection qui, depuis 2009, a fait au moins 20 000 morts. Selon l'Agence des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, plus de 2296 enseignants ont été tués et environ 1400 écoles ont été détruites dans le nord-est du pays.
Mohamed Boulama, le ministre local aux Affaires intérieures et à l'information, a expliqué que cette décision a été prise après une attaque menée par Boko Haram dans le camp de déplacés de Rann le 1er mars. 3 travailleurs humanitaires et 8 membres des forces de sécurité ont été tués au cours de cette attaque dans cette ville reculée près de la frontière avec le Cameroun. Les agences d'aide humanitaire ont évacué leur personnel permanent de la zone. Les écoles ont déjà été fermées à la suite d'attentats meurtriers à Bouniyadi, dans l'état voisin de Yobe, lorsque plus de 40 élèves d'un internat de garçons ont été tués dans une attaque contre Boko Haram. L'UNICEF a averti que la fermeture des écoles menaçait de créer une génération perdue d'enfants, menaçant leur avenir et celui du pays. Le président camerounais Paul Biya a entamé ce jeudi une visite d'État de 3 jours en Chine. Une visite qui devrait permettre le renforcement de la coopération bilatérale entre leurs 2 pays. La Chine, faut-il le rappeler, est le premier investisseur étranger et le premier partenaire commercial du Cameroun. Des précisions à travers ces images. La visite d'État du chef de l'État camerounais en Chine devrait aboutir à une montée en gamme et à une plus grande densification de cette coopération bilatérale. Arrivé depuis dimanche dernier à Pékin, c'est ce jeudi que le président Paul Biya a débuté sa visite officielle, accompagné d'une importante délégation de ministres et d'hommes d'affaires. La Chine est à l'heure actuelle le premier partenaire commercial du Cameroun et le Cameroun est le 2e grand bénéficiaire africain du financement chinois. En 2015, par exemple, le volume des échanges commerciaux bilatéraux a atteint 2,6 milliards de dollars. La Chine finance de nombreux projets d'infrastructures au Cameroun, notamment la construction de ports, routes, hôpitaux, stades, barrages, logements sociaux et alimentation en eau potable. En construction depuis 5 ans, la toute première autoroute du pays devant relier la capitale politique Yaoundé à la capitale économique Douala a été confiée à une entreprise chinoise. Les 60 premiers kilomètres de cette autoroute est financée à 85% par Exim Bank of China, soit 316 milliards de francs CFA. Une société chinoise a également construit la première tranche du projet portuaire de Kribi, financé par un prêt chinois de 200 milliards de francs CFA. Allons à présent en France où l'ancien président Nicolas Sarkozy a dénoncé ce jeudi soir une calomnie et ce après son inculpation dans le cadre de l'enquête sur des soupçons de financement libyen de sa campagne électorale victorieuse de 2007. Par ailleurs, Nicolas Sarkozy va faire appel de son contrôle judiciaire. C'est en tout cas ce qu'a annoncé ce vendredi son avocat, Maître Thierry Herzog. Qu'est-ce qui pouvait bien justifier la garde à vue? Mais peu importe. Les policiers ont fait leur travail en professionnel et je n'ai rien à dire là-dessus. Après tout, je ne suis pas au-dessus des lois, mais je ne suis pas en dessous non plus. J'ai donc répondu pendant près de 2 jours à des questions qui m'ont été posées sans n'être jamais à aucun moment en difficulté, aucun élément nouveau par rapport aux calomnies qui courent certaines rédactions n'a été produit. Aucun. Il n'y a pas un document, pas une photo, pas un compte, pas une preuve matérielle. Il n'y a que la haine, la boue, la médiocrité, la malveillance et la calomnie. Ça me prendra 1 an, 2 ans, 10 ans. Mais je pourfendrai cette bande. Je ferai triompher mon honneur. Et je n'ai pas l'intention de céder 1 centimètre de terrain à cette bande. On n'a pas le droit de jeter les gens à la boue parce qu'une bande d'assassins, d'escrocs, de menteurs, de manipulateurs a fait ce qu'ils ont fait. La politique, c'est fini. Mais la France, ça ne sera jamais fini. Une note de sport pour finir. Absent du rassemblement en France des éléphants, le milieu de terrain de Manchester City, Yaya Touré, a annoncé sur son compte Twitter ce jeudi qu'il ne sera pas présent avec la Côte d'Ivoire pour les matchs amicaux des 23 et 27 mars prochains contre le Togo et la Moldavie à Beauvais. Et ce, pour des raisons familiales. Âgé de 34 ans, Yaya Touré fait partie de la liste des 24 Ivoiriens retenus par le sélectionneur Ibrahim
Ibrahim Kamara, qui assure l'intérim après le départ du Belge Mark Wilmots, consécutif à l'élimination des éléphants du mondial 2018 par le Maroc le 11 novembre dernier à Abidjan. Le joueur de Manchester City, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2015, était sorti en décembre 2017 de sa retraite internationale qu'il avait annoncée dans un premier temps en 2015. Et ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.